Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui je suis votre hôte, moi-même Jules Melon, en compagnie de l'ami le cinéma d'Hugo. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Je suis ravi d'être avec toi en duo. Alors je m'excuse pour la qualité du son, on a eu quelques petits soucis techniques avant, mais globalement on va parler d'un film assez sulfureux, disons-le. Bah, sur le papier, en tout cas, il était promis en tant que tel, puisqu'il s'agit, alors non pas du remake, mais d'une nouvelle adaptation du roman Emmanuel. Il y avait eu ce film de 1974 que toi, tu as découvert il n'y a pas longtemps, et moi, j'ai eu la flemme, j'avoue. Je connais la chanson de Pierre Bachelet, je connais un peu l'histoire derrière, mais voilà. Mais là, on va parler de la version donc 2024, réalisée par Audrey Diwan, qui avait notamment fait L'événement, qui est un film vraiment très intéressant d'ailleurs. Et ici, elle revient donc également au scénario avec Rebecca Zlotowski à l'écriture, donc 100% féminin pour un film qui à l'époque avait été fait d'un point de vue masculin sur la réalisation. Et pour interpréter Emmanuel, nous avons Noémie Merlan, qui a remplacé au pied levé Léa Seydoux. Et à ses côtés, on va citer Naomi Watts, et oui, grande actrice qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps en plus, le jour où j'ai vu le film d'ailleurs. C'était peut-être pas un cadeau pour elle, du coup, j'en sais rien. Naomi Watts, grande actrice que vous avez pu voir dans The Impossible, mais surtout dans Mulholland Drive, entre autres, parce qu'elle a fait de superbes prestations dans sa carrière, Mulholland Drive et la 3e saison de Twin Peaks aussi. Nous avons également Will Sharp, qui est le rôle masculin principal, un personnage intéressant sur le papier en tout cas, et petit coucou d'Anthony Wong, un acteur de John Woo, qui était là dans Hard Boiled, toute épreuve, et Chacha Wang, qui joue l'escort girl que l'on voit dans cet hôtel. Alors, synopsis rapide, nous allons suivre Emmanuel, qui travaille pour une sorte de compagnie qui note, qui évalue des hôtels. Donc, elle arrive en avion, voilà. Donc, même qu'à un moment, elle est censée se faire plaisir dans l'avion, mais c'est pas évident pour elle. On reviendra sur ce point. Et elle arrive dans ce grand palace où elle va rencontrer des gens et regarder ce qui se passe, quoi. Mais c'est surtout une femme qui est perdue, je pense, dans son univers du travail, dans son monde bourgeois capitaliste et qui ne ressent plus de désir. Elle cherche à l'obtenir, mais c'est compliqué pour elle. Donc l'idée, c'est que est-ce que cette escapade à Hong Kong va l'aider à retrouver tout simplement le plaisir. Ça, c'est le grand mystère du film. On vous fera une petite zone spoiler pour la fin quand même, parce qu'il y a une conclusion qui est intéressante à, à analyser. Alors mon cher Hugo, quel est ton avis global sur ce film et l'attendais-tu d'ailleurs avec impatience sur le papier? Non, je l'attendais pas, sachant que bon, je me suis attelé à regarder le premier film du même titre, du titre éponyme, pour me préparer au visionnage de celui-ci. J'ai détesté le premier, j'aime un peu plus ce remake, on va dire, mais c'est loin d'être très pertinent pour moi à mes yeux. C'est un film qui a, je pense, pas vieilli, ou du moins qui n'a pas évolué plutôt dans la façon dont il représente les corps, notamment les corps féminins et masculins. Il y a une sorte de problème au niveau de la question du male gaze et du female gaze qui aurait dû être questionné à mes yeux et qui du coup ne l'est pas dans ce film-là. Donc ouais, j'avais pas d'attente, mais je me disais que c'était un peu audacieux de revenir sur le film érotique en 2024 et force est de constater que c'était un échec, du moins pour ma part. Et toi? Alors, je n'attendais le film que pour les deux actrices principales, en fait. Noémie Merlan, qui même si récemment, disons, a subi un rôle particulier, je trouve, dans Une année difficile de Toledano Nakash, c'est quand même une actrice engagée sur le plan féministe et qui a fait, par exemple, le très très bon Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma et qui a vraiment son franc-parler, même elle-même réalisatrice. Je crois que tu as vu son nouveau long métrage déjà en avant-première, qui sort, Tout à fait. voilà, qui sort dans quelques semaines. À mon avis, son parcours de réalisatrice va être très intéressant aussi. Et là, le problème, c'est que, bon, en tant que telle, Noémie Merlan, il n'y a rien à lui reprocher. Elle fait ce qu'elle peut, elle est impliquée dans le rôle, mais le film, euh, alors moi, je l'attendais pas plus que ça en soi, voilà. Mais je trouve que, en fait, il s'enferme dans cette absence de désir. C'est-à-dire que je comprends l'idée que Audrey Diwan et Rebecca Zlotowski ont eue
de montrer justement cette frustration absolue en enfermant son personnage déjà dans l'avion, dans les toilettes d'un avion où on voit, elle prend aucun plaisir. On voit son visage dans la glace, elle se regarde elle-même et elle se dit mais qu'est-ce que je fiche là? Et après dans cet hôtel où aussi qu'est-ce qu'elle fiche là et qu'est-ce qu'elle cherche? Et donc le problème c'est que cette frustration d'absence de désir, etc., qui est due à sa condition. Là, le message c'est clair, hein, le capitalisme empêche tout désir, bon, sur le papier, mais enfermer lui-même le film là-dedans pendant, alors il fait 1h45, mais disons pendant au moins 1h20, 1h25, uniquement là-dedans, c'est que il y a un geste de cinéma qui existe, qui est ambitieux en tant que tel et qui est radical, mais ça passe pas. Ça ne marche pas. Moi-même, je me suis presque endormi. J'ai somnolé pendant 5-10 minutes. C'est dire, bon, je suis un peu fatigué en ce moment, mais quand même, normalement, ça n'arrive jamais. Et il y a même un moment dans le film où il y a, en fait, dans la radicalité du film, il se loupe à un moment, c'est que on sent qu'il essaye de réveiller le spectateur avec une scène d'orage, tempête, qui n'apporte rien. Et en fait, on est dans des atermoiements, ça part dans des dialogues, de plans fixes, de machins, de choses qui peuvent être intéressantes sur le papier, de rencontres, alors avec cet homme mystérieux ou avec l'escort girl, mais qui n'apportent rien socialement et sur la condition, en fait, au-delà même de la femme, de l'humain face au désir. Et pourtant, à un moment, il y a un dialogue qui aurait pu être la bascule entre l'escort girl et donc Emmanuel, où l'escort girl dit, moi je me rappelle d'où je viens, donc d'une classe basse, l'élévation sociale par le désir et le sexe pour l'escort girl, et Noémie Merlan, visiblement, son personnage vient aussi d'en bas et elle s'est élevée socialement par son boulot. Mais c'est pas du tout appuyé derrière. Il y a des trucs comme ça, ces dialogues avec le personnage de Kay, donc joué par Will Sharp, où elle raconte ses désirs et donc ce qu'elle a vécu dans l'avion, tout ça. Ça ne va nulle part. Si ce n'est à la fin, on viendra à la zone spoiler sur la fin, il y a une tentative d'échapper belle de cet hôtel, mais même là, je trouve que dans le rythme, ça pêche. C'est-à-dire que ça se plombe jusqu'au final qui est très brutal et soudain en soi, brutal entre guillemets, par rapport au film en tout cas. Mais je trouve que le métrage se veut, on va dire, frontal par rapport à cette absence de désir et cette frustration, mais bizarrement, ça n'accroche pas. Ça ne fonctionne pas sur le plan cinématographique. Je sais pas ce que tu en penses sur ce plan-là, d'ailleurs. Non, il y a rien qui marche, vraiment bien, niveau cinématographique. OK, peut-être qu'il y a une jolie photographie et tout, mais Diwan a des idées de mise en scène, des idées de représentation. Je pense notamment à ce bouquet de fleurs qu'on voit apparaître par-ci par-là, dans le film et qui, plus le film avance, plus le bouquet paraît fané. La fleur, c'est, bien sûr un motif, représentatif du désir. On l'a vu notamment dans beaucoup de films du cinéma classique, hollywoodien, par exemple. Bref, c'est une figure de cinéma que Diwan reprend et se réhabilite. Mais c'est un peu la seule idée de cinéma que j'ai trouvée chez elle. Et, et en cela, c'est assez triste parce que, hormis toutes ces réflexions euh, personnelles et intimes qu'elles ont pu avoir avec Rebecca Zlotowski sur comment représenter cette paire de désirs et comment essayer de le faire renaître par le prisme du cinéma, je trouve qu'il y a rien qui fonctionne vraiment dans l'absolu. Euh, Après, peut-être que mon avis est biaisé aussi parce que je suis un homme et que du coup, la question du désir féminin n'est pas quelque chose qui me saute aux yeux tout de suite parce que effectivement, je ne pourrais jamais ressentir la même chose exactement que ce que pourrait ressentir une femme. Néanmoins, voilà, en termes de juste de pur cinéma, c'est soit très faible, soit un peu ringard, quoi. Ouais, t'as bien fait de préciser cela. C'est vrai que nous sommes deux hommes hein, qui parlent d'un film très féminin. Donc, moi, personnellement, je ne on va dire, prononce pas sur l'idée female gaze ou male gaze. Je pense qu'elle détourne les codes du male gaze à un moment, mais elle teste le spectateur. Moyen, je pense aussi, dans ce film, c'est qu'il faut pas se dire que, par exemple, nous, on a été frustrés par l'absence ou on va dire la ringardise de certaines scènes érotiques. C'est pas pour ça qu'on est allé voir le film, d'ailleurs, parce que l'idée, c'était de voir comment allait être gérée cette émancipation féminine, sûrement en sortant de cette classe et cet enfermement capitaliste, parce qu'on le sentait, à travers les retrouvailles avec les sensations. Ça peut être universel d'ailleurs comme idée, mais on voulait voir justement comment allait évoluer cette femme dans un monde, c'est même pas un monde masculin, c'est un monde juste élitiste, hein, si on veut, parce qu'en plus la directrice de l'hôtel c'est une femme. C'est ça qui est intéressant aussi, une femme de pouvoir
une femme qui essaye de garder le contrôle, mais il n'y a aucun vrai discours de désir avec elle. À la rigueur, ça aurait été peut-être intéressant d'explorer aussi son univers personnel, mais même pas. Le film veut pas trop, voilà, c'est pas trop, je sais pas si c'est dans l'écriture des choses qui ont été retirées ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est pas sur cette idée-là. Je pense que Audrey Diwan et Rebecca Zlotowski le font avec, on va dire, avec leur regard à elle et avec honnêteté. Ça, je n'en doute pas. C'est juste, voilà, sur le plan cinématographique, il y a quelque chose qui n'accroche pas. L'esthétique est là, hein, bien sûr, c'est super bien filmé. Sur la photographie, évidemment, de Laurent Tanguy, on peut le citer, ou Tanguy, je ne sais pas comment on prononce du coup son nom. Il y a cette idée aussi de citation du cinéma hongkongais de Wong Kar-wai, et notamment, même si ça ne fonctionne pas de la même façon, parce que Wong Kar-wai, il approfondissait beaucoup plus ses personnages et il les perdait dans le temps. Là, tu as l'impression que le temps est diaboliquement linéaire et bouffé d'ailleurs par ce palace et tout. Il y a à la rigueur le personnage de Will Sharp, donc Kay, là, cet homme mystérieux qui ne dort jamais à l'hôtel, qui revient jamais au même moment et tout. Lui, c'est intéressant, mais il n'est traité qu'en fantôme jusqu'à la fin. Et on reviendra sur l'acte final, qui a de la cinématographie, qui a aussi de la mise en scène, hein, pour le coup. Mais il y a un enfermement qui enferme le spectateur avec, en fait. Et le problème, c'est que le cinéma, c'est une communication entre ici une cinéaste et deux scénaristes et ses actrices ou acteurs et les spectateurs. Je trouve qu'ici, il n'y a pas de dialogue. Voilà, moi, j'ai pas ressenti le dialogue entre le film et moi personnellement, mais même toi, du coup, et d'autres personnes. Hein. On est beaucoup à être désolé de ne pas apprécier le film. Moi, je le trouve moyen, juste. Hein. Il n'y a rien de détestable en soi, hein, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. J'ai pas ressenti un dialogue, en fait. J'ai un peu l'impression qu'elles ont fait ce film pour elles, pour la condition féminine, bien sûr, aussi, mais qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose d'organique, en fait. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, c'était l'ambition d'Audrey Diwan parce que du coup, pour l'avoir rencontré lors de l'avant-première d'Emmanuel, son objectif, elle l'a bien spécifié, c'était d'établir un dialogue entre le film et le spectateur pour questionner justement la place de l'érotisme en 2024. Et donc, on a pu, quand je dis on, c'est la salle de cinéma, échanger avec Audrey Diwan et beaucoup ont fait les réflexions, bah, bien sûr, de la représentation du corps féminin qui est absolument désuet. On ne peut plus, je pense, et le reste de la salle aussi, on a pensé représenter le corps féminin d'une telle manière, surtout quand le corps de l'homme est constamment absent. Mais il y avait aussi cette idée de communiquer des émotions, des sentiments, des ressentis avec le public. Et c'était l'ambition un peu première de Diwan. Et c'est un peu là où je trouve que bah, ça ne fonctionne pas du tout, puisque si dialogue il y a, c'est entre le film lui-même. C'est-à-dire que le film se pose effectivement la question de ce qu'on peut montrer en termes d'érotisme en 2024 et il va se répondre à lui-même finalement. Euh, mais la question du spectateur n'est jamais mise, euh, sauf peut-être une fois au sein de la mise en scène. Alors c'est un moment, sans trop en dire pour ne pas spoiler, où finalement le personnage d'Audrey Diwan va se faire spectatrice d'un événement, on va dire ça comme ça, en étant bah, à l'extérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur, il se passe des choses, bon, vous imaginez très bien. C'est le seul moment où le spectateur est directement amené dans la mise en scène. Autrement, on a rien d'autre là-dessus. Et cette scène-là, en l'occurrence, ben, ne dialogue finalement que très peu, puisque le personnage de Diwan va finalement rapidement retourner dans l'action du film et se défaire de sa place de spectatrice finalement. Ouais, et puis, cette idée de filmer le désir féminin, etc., moi, je reviens à ce film-là où Noémie Merlan joue ses portraits de la jeune fille en feu. Céline Sciamma a réussi à le faire, pour moi. Là, il y avait un vrai dialogue. Donc, en soi, l'idée de questionner l'érotisme en 2024, en 2019, Céline Sciamma, alors, c'est pas un film érotique en soi, c'est un drame romantique, portrait de la jeune fille en feu, mais il y avait quelques scènes. C'était assez sage, mais c'était très sentimental. Là, il manque, il y a plus de sentiments. De toute façon, c'est le postulat de base. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Si ce n'est que, en rencontrant cet homme mystérieux là, visiblement d'origine japonaise, comme son acteur,
elle a envie elle tente quelque chose, elle veut aller. Sauf qu'elle elle se bloque dans cet hôtel jusqu'au moment où elle va finir par en sortir. Mais le film, voilà, le film, à un moment, essaye de. T'as l'impression qu'il essaye de bouger les spectateurs et son personnage, enfin, du coup, Emmanuel, son personnage principal, par exemple, avec cette scène de tempête, là. Je ne sais pas comment tu l'as appréhendé, comment tu l'analyses, cette scène d'orage et de tempête. Tu as l'impression que c'est une sorte d'orgasme extérieur, je dis n'importe quoi peut-être, hein, et que du coup, ça réimplique potentiellement Emmanuel dans une sorte de vie, quoi, parce qu'on a l'impression qu'elle est mort-vivante hein, pendant une bonne partie du film. Là, on la voit vivre, on la voit aider un peu et tout. Je ne sais pas si c'est censé être une transition vers une émancipation potentielle. Je ne sais pas ce que tu en as pensé là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, Euh, m'a sorti un peu du film à un moment. Enfin, ça m'a remis dedans et sorti à la fois. C'est assez particulier d'ailleurs. Bah, non, pour moi, cette scène, c'est l'échec premier de ce long métrage, puisque pour moi, ce n'est ni une transition, ni même quelque chose qui s'incorpore à l'intrigue, puisque c'est, on va dire, un retournement de situation pour une intrigue secondaire qui concerne bah, la vie de l'hôtel. On peut pas en dire parce qu'on n'est pas en partie spoiler, mais dans cet hôtel, il se passe quelque chose de entre guillemets secret. Et cette scène de tempête va un peu rebattre les cartes de cette intrigue secondaire, mais justement, ça permet aussi d'interroger l'existence même de cette trame secondaire qui n'a pas grand intérêt, n'a pas grand but, puisque n'est jamais finalement questionné par Diwan. Or, ça aurait pu être intéressant, puisque c'est une scène qui camoufle, on va dire, l'existence d'employés locaux, donc hongkongais, qui travaille bah, pour les riches clients de l'hôtel. Il y avait des choses à faire avec cette scène et tout ce compartiment un peu secret de l'hôtel. On avait des choses d'abord politiquement à dire, mais aussi c'est aussi une matière de cinéma assez intéressante, d'autant plus dans un film d'érotisme. Quoi de mieux dans un film érotique que de cacher finalement les corps dans une partie de l'hôtel qui elle-même est cachée. Enfin, il y avait plein de manières de gérer cette trame secondaire, mais finalement, elle apparaît comme un cheveu sur la soupe et repart de la même manière finalement. Euh, donc cette scène, elle était de tempête, elle est très impressionnante et je dirais même plastiquement réussie. Le problème, c'est qu'elle n'aboutit finalement à rien derrière, quoi. Ah bah plastiquement, il n'y a pas grand-chose de raté en soi, hein, si on prend les choses à part. Après, c'est plus dans la narration et la mise ensemble par rapport au fond. Mais d'ailleurs, c'est ça que, avant de passer dans la zone spoiler, qu'on peut questionner aussi, c'est que c'est un film qui est censé, sur le papier, hein, vu comme ça, questionner et critiquer le capitalisme, qui enferme les gens dedans et qui déshumanise jusqu'à perte de désir les gens qui sont, on va dire, accros d'une certaine manière. Le personnage de Will Sharp, Kay, pareil, hein, d'une certaine façon. Lui, ça fait plusieurs années même qu'il s'est déshumanisé, qu'il a perdu toute forme de désir. Sauf que, bah, Audrey Diwan et Rebecca Zlotowski, alors je ne sais pas laquelle a pris la décision vraiment, semble s'en fiche du social en fait. Et tu le dis là, et ça n'exploite pas. Et moi, ça me ramène à un petit point. Audrey Diwan a scénarisé Bac Nord où pareil, certaines, on va dire, classes sociales ne l'intéressaient pas. Si tu vois ce que je veux dire. C'est après, elle fait ce qu'elle veut, c'est son opinion et tout. Il y a des choses qui l'intéressent, l'obsession de certaines personnes enfermées dans un système, parce que finalement, tu prends Bac Nord et tu prends Emmanuel, c'est un peu la même chose. C'est l'enfermement qui et l'obsession aussi d'une certaine façon, ou l'obsession ici de sortir peut-être de cette frustration pour Emmanuel. Mais à côté, il y a une sous-représentation de ce qui aurait pu être intéressant. Pourtant, il y a le personnage de Zelda, là, on va y arriver, joué par Chacha Wang. Il y a une tentative de sortir ça avec du coup le dialogue sur moi je sais d'où je viens, j'ai pas envie d'y revenir. C'est même presque, tu as l'impression que dans l'écriture, c'est même paradoxal et il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu as l'impression que Audrey Diwan, elle veut faire sortir donc son personnage principal de ce cocon capitaliste qui enferme, mais en même temps, ah non, il faut pas revenir d'où on vient. En fait, c'est une double prison ce film. C'est-à-dire que il n'assume pas la critique du capitalisme jusqu'au bout, en fait, ce film. Je ne sais pas ce que tu penses sur ce plan-là, sur le fond social du film, mais il y a des choses à redire quand même. Après, on ira dans la zone spoiler. Hein. Bah, je pense il n'a jamais eu l'ambition de dire quoi que ce soit sur le capitalisme.
étant donné qu'on est quand même chez Audrey Diwan, qui n'est pas la plus sociale, on va dire, la plus ouverte aux discussions et au discours social. Donc maintenant, le problème n'est pas tant qu'elle ne l'ait pas fait, le problème est qu'elle ait commencé à le faire, mais qu'elle ne l'ait pas conclu. Parce que dans ce cas, c'est un problème du film en lui-même. Parce que si à la rigueur cette dimension sociale n'était pas prise en compte, bon, ça n'aurait pas eu de problème, on va dire, purement théorique de cinéma. Ça aurait peut-être été un problème politique à la rigueur, mais on interroge ici le cinéma. Donc, dans le cinéma, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois Audrey Diwan qui ouvre une problématique sociale dans son film et qui ne l'interroge plus et ne la conclut pas. Et là, bah, du coup, ça en devient un problème cinématographique, ça devient un problème d'écriture, puisqu'il y a des sous-intrigues qui sont levées, qui sont un peu secouées et qui ne sont pas conclues. Et bah, bien sûr, plastiquement, ça empêche aussi quelques trouvailles de mise en scène qui auraient pu paraître évidentes, mais qui sont seulement imaginées par le spectateur et qui ne sont pas vues du coup. Ouais, ce que tu dis est très intéressant. Elle effleure le truc, mais elle va pas au bout. Après, le cinéma, c'est politique. Elle n'a pas voulu le politiser, son film. Hein. Et c'est cette idée de ne pas vouloir aller au bout des choses qui rend dans on va dire, le fond de base du film quand même, qui rend cette œuvre bancale. Et on va rentrer dans la zone spoiler, parce que bon qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel hein. Voilà, c'est pas vraiment un grand spoiler non plus, mais s'il y a une escort girl, c'est que bah, il y a de la prostitution plus ou moins tolérée, plus ou moins légale, on ne sait pas trop, qui est un petit peu intégrée à la vie de l'hôtel. Et quelque part, Emmanuel va en profiter parce que il va y avoir un échange avec Zelda, du coup. Il y a, limite, elle essaye de lui réapprendre le plaisir. C'est peut-être, je sais pas si c'est pas une de ces scènes-là, à un moment de masturbation, hein, face à face, qui t'a peut-être dérangé sur le potentiel, la potentielle réutilisation du male gaze. Je sais pas si c'est sur celle-là que tu as eu des doutes sur l'utilisation. Tu m'avais Non, dit non, sur la dernière. c'est sur la. Ok, là, oui, bah, la dernière. Du coup, on revient même dans des clichés. La façon dont Audrey Diwan d'ailleurs met en avant le corps de Noémie Merlan, en soi, c'est intéressant parce que il y a cette émancipation et le regard d'une femme qui filme une femme. Et c'est là où je pense qu'elle teste le spectateur aussi. Mais elle va jamais aller offrir ce que le mâle de base aimerait avoir. Donc moi, je trouve ça intéressant aussi dans l'idée de la frustration et de base aussi du film, puisque c'est une femme qui cherche, qui essaye de réatteindre le désir. Et ce qui va être... Bon, voilà, est-ce que tu as des choses à dire justement bah, là, le fond social, on y touche presque. Cette prostitution ou pas, cette Zelda qui, pour se sauver des bas-fonds, fait ce travail, mais au final, elle n'a pas l'air très... Enfin, elle n'a pas l'air très triste de le faire. Alors, je ne sais pas quel est le message derrière. Là, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il n'y a pas de message, hein. C'est le film le plus aseptisé politiquement parlant. Ouais. Il y a vraiment, je pense, hein, vraiment aucune réflexion qui n'a été faite et aucune réflexion qui n'a envie d'être posée au spectateur. C'est aussi, du coup, ça rejoint notre problématique du manque de dialogue que l'on aborde depuis avant, puisque le film n'essaie rien de nous dire finalement, si ce n'est justement cette question de la frustration. Mais la frustration, c'est aussi un peu ce qui fait le sel de l'érotisme, c'est-à-dire que justement, on fait naître un désir chez le spectateur qu'on ne comblera jamais vraiment. C'est aussi ça le but de l'érotisme, c'est comme ça que ça marche. Donc en soi, oui, bien entendu, c'est ce désir de frustration qui est pertinent, mais c'est pas plus pertinent que dans n'importe quel autre film érotique qui se base sur ce fonctionnement-là. Donc c'est un peu comme ça que je remets en cause aussi Emmanuel, d'abord parce que son absence de fond social, ensuite parce que ça n'aboutit finalement à rien et que voilà, c'est peut-être pas le truc le plus contemporain qu'on puisse avoir. C'est d'autant plus dommage qu'on délocalise ça à Hong Kong, qu'il y a des choses à dire sur les lieux. Il y a donc cette envie de citer Wong Kar-wai. Moi, je veux bien esthétiquement parlant et sur la forme, oui, mais sur le fond, est-ce que Wong Kar-wai voulait dire sur son Hong Kong? Bah, il y a rien. Tant et si bien que même quand on, alors, il y a un moment, je me suis dit, ah, enfin, on a du cinéma qui vit. C'est quand elle sort de l'hôtel. Voilà, parce que pour recontextualiser, elle cherche Kay qui découche tout le temps. Alors, il vit dans cet hôtel, mais il y dort pas, il y est jamais. C'est très particulier quand même comme idée, mais pourquoi pas. Il dort pas, enfin, il vadrouille tout le temps.
D'ailleurs, il le dira à un moment, ça fait 2 ans qu'il n'a plus de relation, qu'il dort plus, qu'il mange plus. Donc le gars est mort. Hein. C'est là, on sort même de la réalité. Dire que quelqu'un qui dort pas pendant 2 ans, je pense que il y a un souci et qui mange pas pendant 2 ans aussi. Même une scène dans une sorte de resto, un petit café resto local où il mange pas. Hein, il commande, mais c'est elle qui picore, c'est tout. Bon, bref, elle sort de l'hôtel pour le rejoindre. Il y a tout un périple avec pour le coup, le meilleur moment du film, c'est quand elle est dans la voiture et qu'elle observe enfin le Hong Kong extérieur, qu'elle marche à travers les gens. Là, on est dans du Wong Kar-wai d'ailleurs, pour le coup. On la voit marcher, on se demande même si ça a été filmé sur. Est-ce que les gens autour ont été prévenus, tu vois. Ça, j'aime bien. Mais ça dure quoi? Ça dure 2 minutes. Hein. Et après, bah, bim, le film se repère à essayer de chercher, machin, elle croise des 2 gars là qui vont l'amener dans l'endroit secret, une sorte de club clandestin. Mais un club clandestin qui n'est pas vraiment clandestin, attention, c'est juste des gens qui ont été interdits de jeu. On en revient à la dépolitisation du truc, c'est complètement ridicule et anecdotique en fait. T'as l'impression d'avoir un tripot underground où tu aurais la mafia, les triades locales. Non, c'est juste des gens qui ont été interdits de jeu. Ok. Et c'est présenté comme un truc hyper exotique, mal famé, sauf que des endroits comme ça à Hong Kong, tu vas même dans le 13e à Paris, il n'y a pas de souci, il n'y a rien d'exotique. C'est là où on voit qu'Audrey Diwan, elle essaye d'exotiser un endroit qui en soi est assez banal. Ça, Ah bah, un endroit, une population aussi. voilà, bah, ça rappelle un peu Bac Nord, où elle essaie d'exotiser aussi. Alors, je sais pas si c'est elle qui est responsable de l'écriture de ça, mais c'est un peu la même idée, quoi. Attention, on sort du domaine bourgeois capitaliste habituel, ça peut être dangereux, et ça ne l'est jamais vraiment, au final, d'ailleurs. Et c'est là qu'elle y retrouve son crush. Et alors, le final en soi est très intéressant. C'est-à-dire que le gars a perdu son désir depuis 2-3 ans, il ne couchera pas avec elle. Bon, c'est bien en soi d'ailleurs de ne pas avoir fait un retournement en mode les deux vont retrouver le désir ensemble et tout. Non, mais il y a un truc semi-cringe quand même. Je trouve ça un peu semi-cringe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'il y a un inconnu qui débarque là, et c'est lui qui va guider cet inconnu vers elle et qui va après en faire En fait, le personnage de Will Sharp, il devient le réalisateur qui va mettre en scène les retrouvailles du désir d'Emmanuel avec cet inconnu et il lui traduit des trucs. Alors, je sais pas ce que tu as pensé de ce final. Bon, on tourne en rond avant d'arriver à ce moment où la caméra tourne en rond autour du couple, d'ailleurs. Ce final, bah d'abord, je l'ai pas vu venir parce que, comme dit, j'ai l'impression que le film patinait dramaturgiquement enfin dramatiquement plutôt, pendant presque 2 heures. Donc je voyais pas comment se conclure et je le voyais pas se conclure à ce moment-là de façon si brutale et si spontanée. Donc il y a eu effectivement une forme de frustration chez moi et dans le reste de la salle aussi. Ça m'a paru évident que eh bien, finalement, le film se conclut de telle manière et finalement ne se conclut pas. C'est comme si on prenait la pellicule, qu'on l'étendait, qu'on coupait à un moment vers la fin, mais que du coup, toutes les autres fins de toutes les sous-intrigues, etc., n'existaient pas. Bref, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais cette question d'un peu mettre en scène, on va dire, l'acte final, dans le sens littéral du terme, c'est de justement ce mouvement de caméra circulaire, cette espèce de travelling circulaire autour de ce couple qui est lui-même observé de façon frontale par un homme justement. Euh, j'ai l'impression que c'est aussi un peu le seul moment où Diwan incorpore du dynamisme dans sa mise en scène. Je dis pas que c'est bien parce que c'est manifestement pas bien fait, mais c'est un peu ce moment, un peu un espèce de tourbillon euphorique et métaphorique aussi du coup, qui vient souligner une potentielle renaissance du désir. Bon, pourquoi pas, dans l'absolu, ça pourrait marcher, à ceci près qu'il y a rien qui nous explique pourquoi précisément le désir renaît à ce moment-là. Il aurait pu du coup renaître dès la première scène de l'avion, d'une façon aussi magique, entre guillemets, ça n'aurait finalement rien changé, quoi. Ah bah Donc, si, il y a un truc qui expliquerait, c'est que voilà, elle s'est quittée l'hôtel, elle bazarde de son travail, elle va se faire virer, elle le dit, c'est qu'elle sort, elle sort cette vie professionnelle qui l'a étouffée et tout, elle retrouve ce gars, elle va enfin oser aller vers les gens, et du coup, le premier inconnu qui passe, hop, maintenant qu'elle est sortie de son train-train professionnel, ben ça lui suffit pour retrouver le désir, avec le premier qui passe, quoi.
Il n'y a même Bah pas oui, une c'est ça attirance que particulière. Bon, ouais. Bah, limite, elle se fait escort girl, hein, presque. D'une façon indirecte, quoi. Et c'est ça qui est un peu embêtant parce que je vois le geste, comme tu le dis. Bon, en fait, le film il tournait tellement sur l'absence de désir et la frustration que le film il finit sur le retour du désir, hop, fin de la frustration, dernière scène orgasmique et dès qu'elle atteint l'orgasme, hop, écran noir, a film by Audrey Diwan, fin du hop générique. Voilà. Bon, bah c'est là où tu te dis d'ailleurs tout ça pour ça. En gros, il y a bien 1 heure du film qui sert à rien. oh, mais ça a C'est été plus méchant. Je leur dis qu'il y a tout le film qui sert à rien, mais Ouais, si on veut. Après, tu peux résumer, mais tu peux faire un bon petit court-métrage, ça aurait peut-être marché, en fait. Non, mais honnêtement, le final est bizarre, hein. Avec le male gaze du gars qui n'a plus de désir. Alors, mais attention, c'est un male gaze d'un gars qui ressemble à rien, soi-disant. Voilà. Mais pourquoi c'est lui qui dicte? Alors, en fait, il dicte rien, mais il traduit. Et puis, bah, c'est le premier inconnu qui passe, tu vois, c'est en plus le beau gosse qui pourrait être un peu gangster, on sait pas trop. Là, on rentre dans un cliché bizarre aussi. Le mec n'a pas de nom. D'ailleurs, il est même pas crédité, je crois. J'ai même pas au générique, on sait pas qui c'est qui l'a joué. Bon, si on cherche bien, il doit y avoir. Mais je sais pas. Moi, je suis resté à la fin en mode, bah ok, elle retrouve son désir, c'est cool. Voilà, elle quitte son boulot. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle va devenir escort girl à Hong Kong? Non, j'exagère évidemment. Après, elle reprend l'avion, elle rentre chez elle. À un moment, elle est au téléphone avec une femme, peut-être une amie ou sa sœur ou je sais pas quoi. Bon, mais tout ça pour ça. Elle avait vraiment besoin d'aller à l'autre bout du monde pour envoyer chez son boulot pour retrouver le désir. Tu sais, elle aurait pu faire ça en France en visitant un hôtel, hop aussi, et là rencontrer quelqu'un et envoyer chez son travail, ça aurait été pareil. Hein. Elle n'avait pas besoin de délocaliser tout ça à Hong Kong. Qu'est-ce que ça apporte la délocalisation à Hong Kong au final, selon toi, à part voir des endroits soi-disant malfamés, mais en fait pas du tout à la fin. Le pire, c'est que le truc, le bar final, là, qui est censé être hyper secret, même il est présenté comme ça avec le gérant qui ouvre et tout, mais c'est juste parce que c'est des gens interdits de jeu. Moi, ça me fait doucement marrer quand même. J'ai l'impression qu'il y a de oui. l'ironie. Oui, et puis surtout que la présence à Hong Kong finalement ne sert à rien puisqu'on va passer la plupart de notre temps à l'intérieur d'un hôtel, dont on ne sortira finalement que très peu. Donc à ce rythme-là, finalement, les espaces extérieurs, en particulier Hong Kong, bah, ne servent visiblement à rien, surtout que c'est un hôtel à dimension internationale. Donc il n'y a pas que des Hongkongais dedans, il n'y a pas que des Français, il n'y a pas que des Anglais, mais vraiment un mélange hétéroclite de tout, de toute la planète finalement, qui se rejoint dans cet hôtel. Donc finalement, qu'il soit à Hong Kong, à Paris, à Rome ou je ne sais où ailleurs, ça aurait marché dans tous les cas. Donc finalement, le seul point de vue qu'on a sur Hong Kong, c'est justement, comme tu l'as dit, ces espèces de bars, établissements secrets où on peut aller jouer au jeu. Effectivement, c'est un ridicule possible puisque ce n'est pas un endroit de gangstérisme, ce n'est pas un endroit où des triades autres mafias peuvent se terrer. Non, c'est juste un endroit au-dessus d'un marché où des gens se servent finalement de leur espace privé, donc de leur domicile, pour eh bien faire tenir des sessions de jeu. Quoi. Il y a rien de finalement très très gangster là-dedans. Le problème, c'est que Diwan met ça comme si C'est c'était ça. justement un film de gangster et que du coup on va avoir Noémie Merlan qui va se balader dans les rues du marché, qui Ah, va la peur. crier le nom de cet établissement secret et Voilà. puis à la fin après de longs moments d'attente elle va se faire récupérer par deux types qui vont l'escorter d'une manière littérale jusque devant le domicile de quelqu'un qui va leur ouvrir comme dans un film de gangster finalement. Et là, il y a un souci de représentation, du coup. C'est que c'est faire de l'exotisme pour faire de l'exotisme, mais ça ne correspond à aucune réalité, finalement. Ouais, non, enfin, après, ouais, c'est exagérer une forme de réalité, quoi. Parce que ces endroits existent, c'est plutôt bien représenté, ça a été tourné sur place, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on a mené deux gros bras et puis t'as le gérant qui est là en mode attention, hein, vous ne devez pas être là et tout. Il lui met une bague en mode si elle a pas sa bague, on va croire qu'elle est pas mariée et qu'elle va se faire abuser. J'en sais rien. J'imagine, je crois que c'est pour ça. Genre, il a des bagues de rechange pour les femmes qui viendraient se perdre là. Non, ça n'a aucun sens en fait. T'as l'impression qu'il. Non, j'ai pas trop compris cette idée-là d'ailleurs, mais bon, il lui met sa bague là, ok, si tu veux. Il lui met la bague au doigt, il y a peut-être un symbolisme derrière hein, dans l'écriture qui nous a échappé.
Et puis donc, à la fin, le gars qui débarque, ah, j'ai envie de coucher avec vous. Et l'autre, elle est là, allez hop, let's go. Mais ce que si tu viens avec moi. En plus, ce qui est terrible, c'est que là, il y a de l'ironie dans le film, c'est que on veut nous faire croire à un plan à trois. Non. 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 Pas du tout. Non. D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, vers la première partie du film, il y a un vague plan à trois, un moment aussi, où elle est au milieu, elle garde, elle prend aucun plaisir. Bon. Hein, bref, je pense qu'on peut conclure. C'est dommage. C'est dommage parce qu'Audrey Diwan est une bonne réalisatrice. Elle a des idées de cinéma. Elle est bien implantée dans le milieu. Elle a un regard sur la femme qui est intéressant. Après, le problème, c'est comme souvent, hein, c'est socialement, c'est léger, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de s'impliquer socialement dans ses films où elle le fait en mode à sa façon. Mais ça, on va pas. Hein, on en revenait tout à l'heure à ce qu'on disait, mais Bac Nord en soi est un bon film, même s'il n'est pas dans nos on va dire, politiquement en parlant, dans nos petits papiers, loin de là même. En plus, il a été récupéré derrière. Mais c'est un bon film. Bac Nord, il va au bout de son truc. Il va pas chercher à nous faire mentir sur la marchandise, quoi, tu vois. Là, avec Emmanuel, ouais, attention, le capitalisme qui étouffe le désir, frustration, enfermement, émancipation à la fin, féminine et du désir, mais bof, quoi. Le spectateur, il regarde ça en mode, mais qu'est-ce que tu veux nous raconter, en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe pas grand-chose. Disons que ça manque de frémissement cinématographique. Hein. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Oui, on est tout à fait d'accord. J'ai rien de plus à ajouter pour conclure, si ce n'est que voilà, ceux qui veulent se faire leur propre avis peuvent tout à fait aller s'y rendre. Hein. On n'empêche à rien, mais pour nous, en tout cas, ça n'a pas été la réussite tant attendue. Et voilà. Et aller donner sa chance à Megalopolis aussi, parce que ça, pour le coup, expérience cinéma, que vous détestiez ou que vous aimiez, vous verrez pas ça 2 fois cette année, ou même peut-être dans une vie. Alors qu'Emmanuel, bon, ouais. Regardez du cinéma de Wong Kar-wai, tiens. J'ai envie de dire. Vous voyez The Good for Love, qui apparemment est la première inspiration du film, je veux bien. Ça raconte beaucoup plus, en peu de choses d'ailleurs. Rien qu'avec la mise en scène, ça dit beaucoup sentimentalement et même socialement. Voilà, sur l'enfermement. Mais ça se passe chez des vrais gens, pour le coup. C'est ça la vraie différence, je pense aussi. Mais en tout cas, merci Hugo de cette conversation cinéma. Ça a été... On vous le dit, mais en off, ça a été rocambolesque. Hein. Le record, il a failli se faire, pas se faire avec d'autres personnes, problème technique, mais finalement, il est là, il existe. C'est le principal. Hein. C'est comme ça, la 7e illusion. Un jour, il faudra faire un biopic, la 7e illusion, il y aura des choses à dire. Mais, mais voilà, on est toujours content d'échanger cinéma et on vous invite à poursuivre cet échange en commentaire. Hein. Si vous avez aimé le film, dites-nous. Ça nous intéresse. Si vous n'avez pas aimé aussi, évidemment. Et comme ça, on prolonge ici ce moment de discussion cinéma. Il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Salut.